Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une source qui nous parle d'Oujda, Ah, Oujda, oui. la capitale de l'Oriental, au Maroc. C'est une ville assez unique, non? Hmm. Tout à l'est du pays. C'est ça, vraiment collé à la frontière algérienne. Et notre mission, c'est de voir un peu ce qui fait l'essence de cette cité, ce carrefour millénaire. Un vrai carrefour, oui. Alors, pour commencer, on la situe comment? La plaine des Angades, c'est ça? Exactement. Dans la plaine des Angades et juste au pied des montagnes des Bénisnacènes. D'accord. À 470 mètres d'altitude, climat semi-aride. Voilà. Une position stratégique, clairement. Ça a toujours été un point de passage important. Et ce qui est vraiment intéressant, je trouve, c'est la diversité de sa population à l'origine. Ah oui, c'est-à-dire? On a un mélange. Il y a les descendants des tribus arabes, les Hilaliens, les Maakil, Ok. mais aussi, et c'est important, les Berbères zénètes. Eux, c'était les habitants originels, si on veut, les Maghraouas, les Bénisnacènes. D'accord, les locaux de base. Voilà. Et puis, il faut ajouter les Andalos, arrivés après la Reconquista en Espagne. Bien sûr. Et sans oublier, historiquement, il y avait une communauté juive aussi. C'est tout ce brassage, en fait, qui fait sa richesse culturelle. C'est fou cette mixité. Et l'histoire de la ville elle-même, on sait qu'il y avait des Romains dans le coin, mais Oujda... Alors, Oujda même, la fondation, c'est plus tard. C'est 994. Ah oui, quand même. Par Ziri ibn Atia. C'était un chef berbère zénète du groupe Maghraoua. Et il en fait sa capitale. Oui, il en fait sa capitale. Justement, il a vu le potentiel stratégique pour le commerce, j'imagine. Exactement. Pour contrôler les routes est-ouest. Mais bon, cette position, c'était aussi un peu un cadeau empoisonné, quoi. Comment ça? Ça veut dire qu'Oujda a toujours été un enjeu, disputé sans arrêt entre les dynasties marocaines. Les Almoravides, Almohades. Oui, Mérinides, Saadiens, Alaouites. Et puis leurs voisins à l'est, surtout les Ianides de Tlemcen. Ah, Tlemcen, juste de l'autre côté. C'est ça. Donc, l'histoire d'Oujda, c'est prise, reprise, parfois détruite, reconstruite. Ça n'a pas dû être simple tous les jours. Pas vraiment, non. Les Mérinides, par exemple, ils s'en servaient comme base avancée militaire contre Tlemcen. Logique. Et plus tard, c'est Moulay Ismaïl, le sultan alaouite au XVIIe siècle, qui l'a reconstruit sérieusement, qui la fortifie. D'accord. Finalement, si on regarde bien, elle a toujours eu ce rôle de sentinelle, quoi, la gardienne de l'Est du royaume. Et ce rôle de sentinelle, il devient encore plus crucial avec la colonisation, non? Ah oui, tout à fait. J'ai lu qu'elle a été la toute première ville marocaine occupée par la France, dès 1907. C'est exact. Bien avant le protectorat de 1912. Et la raison est simple. L'Algérie voisine, déjà française. Fallait sécuriser la frontière. Voilà. Donc occupation, puis développement sous la France. Le train est arrivé, des infrastructures nouvelles. Mais des tensions aussi, j'imagine. Ben oui, forcément. C'était pas une période facile. Et depuis 1956, l'indépendance, elle s'est affirmée. C'est devenu un pôle économique important pour toute la région de l'Oriental et aussi un centre universitaire avec l'université Mohamed Ier. Tout ce passé, ce mélange de peuples, ça doit donner une culture hyper riche, non? Qu'est-ce qui ressort le plus, d'après la source? Alors, côté musique, c'est assez emblématique. Oujda, c'est une des capitales du Garnati. Le Garmati, la musique arabo-andalouse. Oui, celle qui vient de Grenade, amenée par les réfugiés andalous. C'est encore très vivant là-bas. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi la regada. Ah, la regada. Ça, c'est différent, non? C'est plus tribal? Complètement. C'est une musique et une danse berbère qui vient des tribus bénisnacènes, des montagnes juste à côté. C'est très rythmé, très énergique. Une danse guerrière à l'origine, c'est ça? Oui, on dit ça. Ça montre bien cet ancrage berbère qui est toujours là. Et puis, évidemment, lors des fêtes, il y a la fantasia. La tbourida. Les chevaux, les fusils. Voilà, les démonstrations équestres très spectaculaires. Et dans l'assiette, Ouais. il y a des trucs typiques d'Oujda. Ah ben oui. Le truc incontournable, c'est le caran. Caran. C'est quoi? C'est d'une sorte de flan salé. C'est fait avec de la farine de pois chiche cuit au four. On le mange chaud, vendu dans la rue, souvent avec du cumin dessus. C'est plus qu'un plat, c'est une institution là-bas. Ah ouais, ça a l'air bon ça. Et sinon, on trouve aussi le berbouche. C'est un couscous, mais à la semoule de maïs. Ah, original. Oui. Et puis bon,
Les classiques, le méchoui, l'agneau rôti, la harira, bien sûr, et puis toutes les pâtisseries marocaines. Bon, ça donne faim tout ça. Et juste un mot sur les vêtements peut-être. Alors, au quotidien, la djellaba, bien sûr, pour hommes et femmes. Pour les fêtes, les femmes portent souvent de magnifiques caftans ou des takshitas très brodés. D'accord. Et historiquement, il y avait le haïk, ce grand voile blond qui enveloppait les femmes. On en voit beaucoup moins aujourd'hui, mais ça faisait partie du paysage. Bon, si on essaie de synthétiser tout ça, quelle est l'image finale d'Oujda qui se dégage? L'image d'une ville qui est profondément marquée par sa position, frontalière, quoi, et par cette diversité humaine incroyable qui s'est accumulée au fil des siècles. Mhm. Une histoire riche, souvent agitée, c'est vrai, mais qui montre aussi une sacrée résilience. C'est une ville qui a su garder son âme, son authenticité, tout en se modernisant. Donc c'est bien ça. C'est pas juste une ville à la frontière. C'est un vrai creuset culturel. Une identité propre, forgée par tous ces échanges. Parfois ces conflits, mais toujours cette intensité. Tout à fait. Et ça ouvre une question intéressante pour finir, peut-être. Oui. Mais justement, avec ce passé de lieux de passage, de zones de friction, mais aussi de brassage intense entre l'Est et l'Ouest du Maghreb, comment est-ce que cette identité si particulière d'Oujda pourrait influencer son rôle demain dans les dynamiques régionales futures ou même dans de nouveaux dialogues culturels? C'est une excellente question pour la route, effectivement. Comment ce passé unique peut façonner l'avenir? Merci pour cet éclairage. Avec plaisir. Une ville millénaire, une sorte de sentinelle du Maghreb oriental. Mhm. Un vrai carrefour d'empire, de route. Mhm. Oujda, on l'appelle parfois la ville de toutes les convoitises. Oui, c'est un surnom qui lui va bien. Alors on s'appuie sur un texte qui retrace son histoire et elle est incroyablement dense. Ah ça oui. Notre mission, si on peut dire, c'est de décrypter un peu pourquoi cet endroit, cette position géographique, a été si crucial. Comment Oujda a traversé les siècles entre destruction et renaissance pour forger son identité. Ok, alors on déballe ça. Absolument. Et la clé, pour moi, c'est vraiment sa géographie. Faut imaginer, Elle est nichée à l'extrême nord-est du Maroc, vraiment collée à l'Algérie. juste à la frontière. Exactement. Donc Oujda a toujours été sur une ligne de fracture, mais aussi de passage. C'est ça qui a dicté son destin, très mouvementé, et son importance stratégique, qui ne s'est jamais démentie en fait. D'accord. Et ça commence fort dès sa fondation. Hein. C'était en 994 par Ziri ibn Atiyah, un chef zénète. C'est ça? Et il en fait sa capitale. Pas par hasard, j'imagine. Ah non, pas du tout. Il y avait des terres fertiles, bien sûr, mais surtout c'était le contrôle des routes commerciales, celles qui allaient vers Tlemcen notamment, vital à l'époque. Bah oui, forcément, un emplacement comme ça attire l'attention, quoi. Ça laisse personne indifférent. Et voilà, c'est là que s'enclenche ce cycle, quasi permanent on pourrait dire. Les grandes dynasties se succèdent. Chacune veut maîtriser ce point névralgique. Lesquels, par exemple? Alors, on pense aux Almorazides, d'abord, puis les Almohades, qui la fortifient après l'avoir conquise. D'accord. Ensuite viennent les Mérinides, au XIIIe siècle, et eux, ils laissent une empreinte majeure. C'est eux qui fondent la grande mosquée Jama el-Kavir, vers 1298. Ah oui, la fameuse grande mosquée. Voilà, un symbole de piété, bien sûr, mais c'est aussi un marqueur de pouvoir. Et ça contribue à cette image de ville des mosquées. Mais ce cycle dont vous parlez là de conquête, de reconstruction, est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois tout était rasé, on repartait de zéro, ou c'est plus une superposition, disons? Ah, mais c'est une excellente question, ça. Parce que ce qui est fascinant, et peut-être un peu contre-intuitif, c'est que cette instabilité constante, paradoxalement, elle a forgé l'identité résiliente d'Oujda. Comment ça? En fait, chaque destruction, c'était pas vraiment une fin. C'était souvent le prélude à une réaffirmation, parfois même plus forte. Il y a eu des destructions, oui, mais aussi beaucoup de reconstruction, de fortification, d'embellissement. C'est moins une succession nette une superposition de pouvoirs. Je vois. Après les Mérinides, d'ailleurs, les luttes continuent, avec les Ayyanides de Tlemcen, juste à côté, puis les Saadiens, et enfin les Alaouites face aux Ottomans d'Alger. Oujda est sans cesse disputé. Un point de friction militaire permanent, donc. Mais aussi, vous l'avez dit, un hub commercial essentiel, ces fameuses routes caravanières. Exactement, de véritables autoroutes commerciales pour l'époque. Et là où ça devient vraiment intéressant, je trouve, c'est quand on arrive au tournant du 19e, 20e siècle, avec la colonisation française qui s'installe en Algérie, juste là. Tout à fait. Et là, Oujda change encore de statut.
2 points de tension frontaliers entre pouvoirs locaux, elle devient une base stratégique pour la pénétration française au Maroc. Et le base arrière, en quelque sorte. C'est ça. D'ailleurs, les Français l'occupent assez tôt, dès 1907. Et là, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre, marquée par la construction d'une ville nouvelle, l'européenne, qui vient se coller à la médina historique, le cœur angien. Et cette médina, elle a survécu à tout ça. C'est ça, cette résilience dont vous parliez. Oui, c'est exactement ça. Si on prend un peu de recul, c'est cette capacité d'Oujda à encaisser, à se transformer et toujours à renaître. On lit cette histoire complexe dans son urbanisme même, aujourd'hui. Comment ça? On a la médina préservée, avec ses remparts, ses souks, et juste à côté, les tracés plus larges, plus rectilignes de la ville moderne. Elles cohabitent. C'est cet héritage multiple qui fait la richesse d'Oujda aujourd'hui, la capitale de la région de l'Oriental. Bon, alors, si on essaie de résumer, qu'est-ce que tout cela signifie? On a une ville dont le destin sur plus de 1000 ans est complètement lié à sa position stratégique, Voilà. objet de toutes les convoitises, comme on disait, une histoire rythmée par l'alternance des pouvoirs entre destruction et reconstruction, Ce cycle permanent, oui. une cité marquée par la foi, avec la Grande Mosquée notamment, mais aussi par cette incroyable capacité à se relever, même face à la colonisation. C'est tout à fait ça. C'est ce mélange unique, je crois, de conflits, d'échanges commerciaux intenses, de ferveur religieuse et de résilience face à l'adversité. Tout ça a tissé une identité oujdi très, très particulière. Façonnée par sa condition de ville frontière. Exactement. Ville frontière, lieu de passage, lieu de confrontation. Et d'échange aussi, il ne faut pas l'oublier. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion, pour conclure. Oui, cela soulève une question importante en effet. Comment est-ce que cette position frontalière si unique, chargée d'une histoire aussi dense, de passage, de tension, mais aussi d'échange, comment est-ce que ça continue aujourd'hui, au XXIe siècle, d'influencer l'identité, les défis et surtout, peut-être, les perspectives d'avenir d'Oujda? Une question ouverte, donc. Absolument. Ça montre bien que l'histoire ici, elle est loin, loin d'être terminée.